Il est très difficile de savoir quelle est la plus grande ville du monde. J'aimerais bien pouvoir vous donner un classement simpliste où j'énumère des grandes villes dans une sorte de top 10, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça car il faudrait déjà savoir quand se termine une ville. Prenons un exemple facile. Allons en Sibérie, l'endroit le plus facile pour connaître la taille des villes. Si je prends la ville d'Omsk, par exemple, en Sibérie, je peux voir que selon les statistiques de 2023, la ville compte 1,1 million d'habitants. Donc avec cette information, je connais sa population et de manière générale, on considère que la population désigne la grandeur d'une ville. Mais il y a un mais. Est-ce vraiment la population totale de la ville ? Si on regarde un peu plus près les frontières administratives, je peux voir qu'il y a ce petit village qui compte pas mal de petites maisons et qui est en dehors des frontières. Pourtant, on peut voir que le village est intégré à l'agglomération d'Omsk. S'il est là, c'est parce qu'il y a Omsk jusqu'à côté. Les gens de ce village ne sont pas en totale autarcie. On trouve donc plusieurs petites zones urbanisées à la limite des frontières administratives, mais en dehors. Et si on veut compter la véritable population de la ville, il faut les prendre en considération. Ces nombreux villages étant situés dans le rayon d'Omsk, qui entoure la ville d'Omsk, pour faire simple, j'ai décidé de prendre la totalité de la population du rayon. Elle est de 100 000 habitants. Que j'ajoute à Omsk, on peut dire que l'agglomération d'Omsk est de 1,2 million d'habitants. Bref, c'était une ville de Sibérie. Elles sont pratiques les villes en Sibérie car souvent on ne trouve rien autour. Elles ont été construites au milieu de rien pour tenter de dominer un territoire complètement isolé, ce qui veut dire que c'est facile de compter sa population. On sait que Omsk compte 1,2 million d'habitants et avant de trouver d'autres habitants à la ronde, il va falloir faire beaucoup de kilomètres. Cela signifie aussi que si vous voulez construire un opéra, par exemple, vous savez qu'il est destiné à une population d'1,2 million de personnes maximum, pas plus et pas moins. Mais la construction d'un opéra dépend d'autres facteurs, comme le niveau de richesse, des habitants et leur âge. Maintenant, allons en France, essayons de faire une comparaison. La France et la Sibérie, c'est pas du tout la même chose. Si je prends la ville de Nantes, j'obtiens une population de 320 000 habitants dans les limites administratives. Omsk a 1,1 million, Nantes a 0,3 million. Pour le moment, il est clair que Omsk est une plus grande ville que Nantes. Mais il y a d'autres points à prendre en compte. Omsk atteint 100 000 habitants supplémentaires avec tous les villages alentours situés aux limites de la ville. Pour Nantes, c'est pas juste des petits villages qu'on trouve en bordure, c'est de nombreuses communes qui vont doubler la population de la ville. En effet, en prenant toutes les communes de Nantes métropole, on obtient 670 000 habitants. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais Nantes métropole, qui est un ensemble de communes sous une même juridiction administrative, forme une superficie de 523 km². Soit légèrement moins que la municipalité d'Omsk qui fait 577 km². Donc deux entités qui ont à peu près la même superficie, mais il est clair que l'entité Omsk a bien plus d'habitants que Nantes Métropole. Sur la même superficie environ, Omsk a presque le double d'habitants. D'ailleurs, si proportionnellement on devait enlever le surplus de superficie qu'a Omsk pour le mettre à la même échelle que Nantes, Omsk aurait 1 million d'habitants, soit 1,5 fois que Nantes Métropole. Mais Nantes Métropole est une entité politique qui tente de rassembler toute l'agglomération de Nantes. Mais dans les faits, il existe encore des zones urbaines à proximité. Par exemple la commune de Haute-Goulaine, qui compte 5000 habitants et qui est presque collée au continu urbain de Nantes Métropole. Ou Saint-Julier-de-Concelles, qui fait 7500 habitants, ou Pont-Saint-Martin, qui en fait 6700. Bref, plein de petites communes qui ont toutes plusieurs milliers d'habitants et qui permettent à Nantes d'être une agglomération bien plus grande que les limites administratives. En prenant en compte toutes ces communes, Nantes a une aire d'attraction d'1 million d'habitants environ, et là on se rapproche d'Omsk. Et si on prend le département de Loire-Atlantique, dont Nantes est le chef-lieu, on se retrouve avec une zone de 6880 km², avec un total de 1,4 million d'habitants. J'ai essayé de faire la même chose avec Omsk, en essayant de prendre une zone de 7000 km² environ, en me basant sur les rayons russes. Déjà, juste en prenant le rayon d'Omsk, j'obtiens 4000 km² pour 1,2 million d'habitants. En essayant de prendre les deux rayons au sud, je dépasse les 7000 km², mais je n'obtiens que 60 000 habitants supplémentaires. Bref, il n'y a vraiment personne qui vit autour d'Omsk. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de paramètres pour prendre en compte la taille d'une ville, que je vais énumérer rapidement. Premièrement, la population de son unité urbaine, c'est-à-dire sa population dans un continu urbain. Par exemple, ici on a une unité urbaine, et ici on a une autre unité urbaine, car il y a un peu de campagne entre les deux. Deuxièmement, la population de son agglomération. Si deux villes sont très proches, elles s'entre-influencent. Même si elles sont séparées par un morceau de campagne, le fait qu'elles soient proches va profiter à une des deux, la plus grosse. Troisièmement,
La population de son aire urbaine. C'est l'ensemble de la population qui est liée à la ville. Même si c'est plein de petits villages éloignés, ils sont tous liés à la ville-centre. Quatrièmement, le réseau urbain autour de la ville. S'il y a plein d'autres grandes villes, ou si la ville est totalement isolée au milieu de nulle part, ce n'est pas la même chose. Cinquièmement, le niveau de richesse de la ville. Plus une ville est riche, et plus il y aura de services, et plus elle semblera être une grande ville. Sixièmement, la pyramide des âges de la ville. Une ville où la moitié de la population c'est des enfants n'aura pas la même taille qu'une ville où tout le monde est dans la vie active. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour savoir si une ville est grande ou pas. Et on va faire un petit tour du monde de quelques exemples pour voir des cas d'école. Numéro 1, Bulawayo. Bulawayo est la deuxième plus grande ville du Zimbabwe. Cette ville compte 1,2 million d'habitants selon le conseil municipal. Donc à peu près la même population que Omsk. Mais déjà on a un premier problème, c'est que cette population est celle proclamée par le conseil municipal, mais c'est des chiffres contestés. En effet, il se peut que le conseil municipal gonfle les chiffres pour avoir plus de financement. Tout comme il se peut que l'Institut statistique national les baisse pour donner moins de financement. Dans tous les cas, les gens ne sont déjà pas d'accord entre eux. Si on regarde le centre-ville, on peut voir que les bâtiments sont plutôt bas, il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent, pourtant les routes sont larges et spacieuses, et on voit pas beaucoup de piétons. Bulawayo symbolise bien les deux derniers points que j'ai cités. C'est une ville où la population est plutôt pauvre, et aussi c'est une ville avec une population très jeune. S'il y a beaucoup d'enfants, les enfants vivent avec leurs parents, et ça fait des foyers en moins. Si dans une ville il y a en moyenne 10 personnes par foyer, et dans une autre seulement 2 en moyenne, pour une même population, on peut avoir deux tailles très différentes. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Bulawayo, malgré le fait que ce soit une ville millionnaire, semble être une petite ville de province. Après, ce qu'on peut voir, c'est que la ville s'agrandit petit à petit, avec plein de petits quartiers, avec des petites maisons en banlieue. Mais le centre-ville, lui, reste le même. Car en effet, une ville peut avoir un grand pôle, qui rassemble beaucoup de travailleurs, tout comme une ville peut être multiconcentrique, avec plusieurs petits pôles. Tout ça pour dire que les points économiques et la pyramide des âges ont une certaine importance dans l'impression d'une grande ville. Numéro 2, Perth. Perth est une ville de 2 millions d'habitants. C'est donc une grande ville millionnaire qui va offrir de nombreux services. On estime plus précisément qu'il y a 2,2 millions d'habitants répartis sur une superficie de 6400 km². Donc oui, Perth est une grande ville, car c'est un pôle urbain unique et une agglomération autour. Mais si on regarde la population et la superficie, on se rend compte que c'est comparable en France au département du Nord. En effet, en France, le département du Nord fait 5700 km² environ, donc une plus petite superficie pour une population totale de 2,4 millions d'habitants, soit légèrement plus que Perth. Et c'est ça qui est drôle. Entre Perth et Lille, les deux villes donnent des images à l'opposé de ce qu'elles sont. Faisons un petit rappel des chiffres. La municipalité de Perth compte 2,2 millions d'habitants. Celle de Lille en a 10 fois moins, soit 240 000 habitants. Mais autour de Perth, on ne trouve pas grand-chose dans son agglomération. Au contraire, Lille a toute une unité urbaine autour d'elle qui lui fait facilement atteindre le million d'habitants. À cela s'ajoute le fait que Lille soit intégrée dans une entité administrative qui s'appelle Métropole européenne de Lille. Cette entité fait 671 km², soit largement moins que Perth, mais dispose tout de même d'une population de 1,2 million d'habitants. De plus, Lille est située dans le département du Nord, qui est plus petit en superficie que la municipalité de Perth, mais qui la dépasse en population avec 2,4 millions d'habitants, comme dit précédemment. Mais on peut aller encore plus loin, puisque Lille a une zone d'attraction qui est encore plus grande, ayant une influence sur de nombreuses villes alentours, ce qui fait que Lille a une influence sur une zone de presque 4 millions d'habitants, à cheval entre la France et la Belgique. Au contraire, Perth est toute seule dans son coin, il n'y a rien autour. Mais Lille a certes une grande influence, mais intégrée dans un réseau bien plus dense, avec Paris pas très loin, puis Bruxelles de l'autre côté, et le tout dans un axe supra-métropolitain où on trouve de nombreuses grandes métropoles millionnaires comme Anvers, Amsterdam, Cologne, Londres, etc. Perth est tellement isolé que pour lui trouver une autre métropole millionnaire, il faut faire 2000 km. C'est Adélaïde, toujours en Australie. Donc en résumé, Perth est une plus grande ville que Lille, mais Lille a une aire d'attraction beaucoup plus grande. Il y a aussi un autre point important à prendre en compte. Si Lille ne semble pas si grande, c'est que son agglomération est multipolaire. Lille est un centre, mais Roubaix en est un autre, toujours dans la même agglomération, Tourcoing en est un autre encore, etc. À Perth, il n'y a qu'un seul centre urbain, et tout s'est agrandi autour. De plus, Perth a une faible densité d'urbanisation, ce qui fait que la ville s'étend sur un très grand territoire. On trouve de gros gratte-ciel en centre, puis plus rien ailleurs. Juste des zones pavillonnaires ou des zones commerciales.
C'est un point qu'on retrouve dans de nombreuses villes nord-américaines. Elles sont très étendues et leur continuité urbaine peut prendre des proportions énormes. Numéro 3, Los Angeles. Même au sein d'un unique pays comme les États-Unis, il est difficile de comparer les villes entre elles. Une ville comme Boston a un grand centre-ville, mais son agglomération compte 5 millions de personnes. 5 millions d'habitants, c'est l'agglomération de Phoenix aussi. Par contre, le centre-ville de Phoenix est pratiquement inexistant. Les villes ne se sont pas développées à la même époque, et Phoenix n'est qu'un amas d'habitation, alors qu'à Boston, le centre est très dense. Vous pouvez donc le voir, même population dans l'agglomération, même pays, mais pas la même structure. On le voit aussi dans la différence d'achalandage des transports en commun. À Boston, il y a un métro, il accueille 600 000 personnes par jour. À Phoenix, il y a juste un tramway, et il accueille 30 000 personnes par jour, soit 20 fois moins. Les deux plus grandes métropoles des États-Unis sont New York et Los Angeles. New York compte 20 millions d'habitants, alors que Los Angeles en a 18 millions. Mais la structure n'est pas la même. New York a un centre-ville extrêmement grand, c'est l'île de Manhattan, une île qui compte 1,7 million d'habitants sur une très petite surface, on avoisine les 30 000 habitants au kilomètre carré, et c'est sans compter les travailleurs pendulaires qui y viennent en journée. C'est sûrement la ville la plus ville qu'il puisse y avoir aux États-Unis. Au contraire, Los Angeles a une forme très différente. C'est comme pour Phoenix. C'est un amas d'habitation. Il n'y a pas vraiment un grand centre-ville, on peut le voir ici, et certes, il est plus grand que celui de Phoenix, mais ça reste un centre-ville plutôt petit pour une métropole de 18 millions d'habitants. On trouve encore des parkings en surface à proximité de cet hypercentre. C'est pas logique pour une si grande métropole. Vous ne trouverez pas quelque chose de similaire dans une métropole européenne millionnaire. Los Angeles est la ville étendue par excellence, et on peut tracer une ligne du nord au sud qui fait 130 km tout en restant dans l'urbanisation. Et de San Bernardino jusqu'à la mer, il y a 120 km, soit un peu plus d'une heure de route, tout en ayant de la ville. Numéro 4, la plus grande ville du monde. Il est très difficile de répondre à cette question, mais je vais vous montrer quelques grandes agglomérations, puis ensuite je vais vous donner une ville qui peut être considérée comme la plus grande du monde. On pense souvent à Tokyo comme plus grande ville du monde. Son agglomération est estimée à 37 millions d'habitants, son territoire n'est pas si grand que ça, et la ville a un véritable centre d'enseignement urbain. Ensuite, en banlieue, il faut parfois aller jusqu'à très loin pour trouver des habitants et les comptabiliser dans l'agglomération. Quelqu'un qui habite à Utsunomiya a environ 2 heures de route pour aller jusqu'au centre-ville de Tokyo. Pourtant, il est dans l'agglomération de Tokyo, et c'est presque tout le temps urbanisé sur son chemin, même si en réalité, il y a quand même de grandes zones rurales. C'est donc toujours compliqué de savoir à quel moment on dit que c'est l'agglomération et à quel moment on dit que ce n'est plus le cas. Il y a environ 130 km de route. Utsunomiya se trouve dans la région de Kanto. Et la région du Kanto compte 43 millions d'habitants. L'agglomération de Tokyo est donc plus petite que cette région. En réalité, ce sont les 4 préfectures les plus au sud de la région qui sont comptabilisées pour calculer l'agglomération de Tokyo. Ce qui permet d'avoir énormément d'habitants sur une plus petite surface. Et aussi d'avoir un véritable continu urbain. Quand on parle de Tokyo comme la plus grande ville du monde, on ne parle pas juste d'une aire d'attractivité, mais bien d'un pôle urbain unique où il n'y a aucune zone rurale. Jakarta, avec presque 30 millions d'habitants, est considérée comme la deuxième plus grande agglomération du monde. Ensuite, il y a Delhi et Shanghai. Mais même là, il est difficile de savoir entre ces 3 villes laquelle est la plus grande car la façon de compter la population peut toujours changer. Mais il y a encore une plus grande agglomération qui dépasse Tokyo. Mais on ne la comptabilise souvent pas comme une grande ville car l'on considère comme étant un ensemble de plusieurs villes. La ville de Canton. Canton est la 3e plus grande ville de Chine, il y a Shanghai, la capitale économique, Pékin, la capitale politique, puis Canton, la grande ville du sud. Canton, connu aussi sous le nom de Guangzhou, est une municipalité de 15 millions d'habitants. Juste à côté, il y a Foshan avec 7 millions d'habitants. Elle est vraiment collée à Canton, il n'est pas vraiment possible de les distinguer. Ça fait un total de 22 millions d'habitants. C'est l'agglomération de Canton, la 3e de Chine, comme je l'avais dit. Pas très loin, il y a la ville de Duanguang. C'est une commune de 8 millions d'habitants. On la considère comme faisant partie d'une autre agglomération car elle forme un autre pôle urbain. Au sud de Foshan, on trouve 2 municipalités, Changqimen et Zhongshan. Elles font respectivement 5 et 3 millions d'habitants. Là aussi, chaque municipalité a son pôle urbain. Et il y a beaucoup de zones rurales entre ces villes. Ensuite, nous avons Zhuhai. C'est une municipalité qui comprend toute l'agglomération qui s'est créée autour de Macao. Cette municipalité compte 1,7 million d'habitants. Et la ville de Macao compte 700 000 habitants. On a donc 2,4 millions d'habitants dans l'agglomération de Macao. Et de l'autre côté, avec Hong Kong, c'est la même chose. La région administrative de Hong Kong fait 7 millions d'habitants, mais elle est entourée par la zone de Shenzhen qui compte 17 millions d'habitants. C'est la banlieue très élargie de Hong Kong. Avec toutes ces villes reliées entre elles, dont Canton est le centre urbain le plus important, on obtient une immense conurbation qu'on appelle la mégalopole du delta de la rivière des Perles.
toutes ces villes réunies et presque collées les unes aux autres par le continu urbain forment une zone urbaine de 70 millions d'habitants. Il est clair que la ville de Hong Kong a joué un énorme rôle dans le développement de cette mégalopole. Sa grande influence économique a incité au développement de nombreux pôles urbains liés à cette dernière. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur les plus grandes villes du monde. C'était compliqué d'être concis car il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais j'espère qu'avec ces exemples, vous aurez une meilleure idée de la grandeur d'une ville. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine.